Salut les amis, eh bien écoutez, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Mes trois petits singes de la sagesse, mes poules, mon chat et moi-même, nous vous accueillons avec un immense plaisir pour ce nouveau JT réalisé sans montage, sans trucage, rien que pour vous. On va régler l'autofocus parce que j'ai oublié ça évidemment. Comme à chaque fois, voilà, normalement tout est bon, ça ne devrait pas trop bouger et je vais pouvoir venir. Alors vous avez vu la thématique, coucou les amis, vous avez vu la thématique du jour, croissance, décroissance, c'est si on n'avait pas besoin de choisir et j'avais très envie, vraiment très envie, et c'est sincère, d'évoquer ce sujet avec vous, croissance, décroissance. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui autour de la décroissance et j'avais envie de partager des réflexions. Je pense que d'ailleurs ça parlera à ceux qui sont croyants et qui ont des réflexions là-dessus parce que ça va nous renvoyer à la création. Et je pense que dans les commentaires, vous pourrez avoir des débats très enrichissants et absolument passionnants parce que c'est voilà, c'est pas juste, on va pas faire que de l'économie aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin et on va partager quelques réflexions sur la notion de croissance, décroissance. Et à mon sens, on n'a pas besoin de choisir et c'est pas comme ça que le débat se pose. Au contraire, et c'est même dangereux de, je pense, ne parler que de la décroissance. Alors, allons-y. On va parler de ce sujet-là parce que vous entendez, hein, la fin de l'abondance, faut faire des restrictions, faut faire des rationnements, faut souffrir, faut avoir mal, il n'y en a plus, c'est terminé, c'est fini, on va tous mourir dans d'affreuses souffrances climatiques, environnementales, géologiques, tectoniques. Voilà, et donc vous êtes prié de déprimer, d'être éco-anxieux, d'avoir très très peur, bref, encore une fois, croissance, décroissance, la question que j'ai envie de vous poser c'est et si on n'était pas obligé de choisir? Alors une fois qu'on pose la question, on va apporter évidemment des éléments de réponse. Alors, premier élément, je partais de ça en fait, hein, c'est, vous vous souvenez de cette sortie présidentielle à la fin du mois d'août, la fin de l'abondance, c'est terminé, c'est fini l'abondance, c'est la fin, on va tous mourir, il n'y aura plus rien dans les supermarchés, on va crever de faim, ça veut dire quoi? On va avoir froid, on va se cailler. Là, vous avez un magazine qui s'appelle La Décroissance vers le modèle Amish. Alors, pourquoi j'ai pris cette petite une de ce magazine? Parce que le président Macron avait lui aussi parlé à un moment donné de ses mandats où il n'était pas dans la notion de c'est la fin de l'abondance, on va tous mourir, où là, il avait plutôt envie d'être dans la Startup Nation qui développe l'économie. Il avait dit, on va quand même pas vivre comme des Amish. Bon. Et finalement, la fin de l'abondance, ça nous renvoie à ça, le modèle des Amish. Hein. Donc, vous n'avez pas d'électricité, vous bouffez de la paille, vous bouffez de l'avoine et vous vous déplacez en calèche. Je force le trait, je caricature. Mais l'idée, c'est quoi? C'est une vie qui est extrêmement simple. C'est une vie qui est d'ailleurs rurale et agricole pour les Amish. C'est une vie qui se fait à la campagne, où on parle effectivement beaucoup d'autosuffisance. Et puis c'est une vie où effectivement il n'y a pas à proprement parler à l'abondance de biens matériels que nous connaissons actuellement. Ceux qui veulent voir un petit peu comment vivent les Amish, il y avait eu un très beau film, alors il y a des reportages, mais il y avait eu un très beau film qui s'appelle Witness, je crois que c'est avec Harrison Ford. Witness, c'est Témoin en anglais, c'est un vieux film, hein. Enfin un vieux film, oui, c'est vieux, puisque c'était un film que je regardais quand j'étais jeune, donc ça commence à dater un petit peu, et donc ça se passe dans la communauté Amish, c'est très intéressant. Moi je me souviens du haut de mes 14 ou 15 ans, j'avais découvert ce qu'étaient les Amish à travers les Amish à travers ce film. Donc la décroissance, c'est quoi? La décroissance, c'est un mouvement qui globalement, un mouvement politique, un mouvement sociétal, un mouvement même philosophique, hein, si vous voulez, qui prône la réduction de la consommation. On doit consommer beaucoup moins, voire ne plus consommer du tout. Pourquoi faire? Pour sauver la planète et pour sauver le climat, pour faire face à la raréfaction des ressources et pour préserver la biosphère et la nature. Bon, face à ça, ça a des airs d'évidence, et donc c'est tellement évident qu'il faut faire de la décroissance. Pourquoi? Pour sauver la planète et le climat, pour faire face à la raréfaction des ressources, et pour préserver la biosphère. C'est évident, et la nature, il faut quand même sauver les petits oiseaux qui chantent, les abeilles qui volent, etc. etc.
Donc, vous êtes prié évidemment de ne pas être contre ça, et d'ailleurs, si on est un petit peu intelligent et doué d'humanité et puis de vision à long terme, on se dit évidemment, il faut sauver la planète, il faut protéger le climat, ou l'inverse, protéger la planète et sauver le climat, il faut faire face à la raréfaction des ressources, donc il va bien falloir partager et consommer moins, et puis il faut bien sauver les petits oiseaux qui chantent, la nature, machin, etc. Certes. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Et vous allez voir, c'est maintenant que ça va commencer à devenir intéressant. Parce qu'à l'opposé de la décroissance, on a la croissance, évidemment. Et la croissance, c'est quoi? Je ne vous parle pas de la croissance de votre nombre d'iPhone. Je vous parle de la croissance en général, comme je vous ai parlé de la décroissance en général. Je ne suis pas rentré dans les détails de la décroissance. Ici, je ne vous ai pas dit, il faut faire décroître ta consommation à toi, il faut faire décroître ton 4x4 à toi, ou il faut faire décroître tes voyages en avion particulièrement à toi, où il faut faire décroître tes vacances au ski là, à toi là-bas, je te vois, où il faut faire décroître, non, toi, ta bagnole là, le fait que tu te déplaces 40 km par jour aller-retour parce que tu habites trop loin, donc on va te changer de logement d'office pour pas que tu aies à te déplacer parce qu'on va t'affecter un travail au pied de chez toi, d'accord? Donc je vous ai pas dit là, quelle décroissance. Et d'ailleurs, personne ne vous définit la décroissance de manière précise. Personne ne rentre dans les détails. Concrètement, la décroissance pour vous, elle veut dire quoi? Alors là, on vous dit ça veut dire la fin de l'abondance. Ça veut dire moins de tout. Moins de confort, plus de froid, moins de chauffage. Ah, d'accord? On commence juste à vous esquisser un petit peu. Ceux qui veulent vous faire de la décroissance commencent juste à vous esquisser un petit peu ce que ça peut vouloir dire que la décroissance. Tu boufferas pas de viande, la viande c'est pas bien, t'es un viandard, t'es un mâle alpha, cacaboudin, d'accord? Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la décroissance concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rouler non plus à 130 mais à 110, d'ailleurs c'est ne plus rouler du tout. Enfin, on y met plein. Donc concrètement c'est quoi? Je ne vous l'ai pas dit, d'accord? Là je vous ai exprimé ce que c'était que la décroissance de manière très générale, c'est le principe. Alors maintenant, parlons du revers de la médaille, d'accord? Parlons de l'autre côté, de l'autre face de la même médaille. La croissance, c'est quoi? On ne peut pas parler de la décroissance sans parler de la croissance. Et la croissance, de manière générale, si on la définit, c'est juste ça. C'est le fait de faire grandir et de faire croître. Quoi? Un animal, une plante. Ah oui. Eh oui. Quand les plantes, elles poussent, elles font de la croissance. Ça ne vous dérange pas, cette croissance-là? Elle est bio, elle est bonne pour le climat, bon. Et puis, il n'y a pas d'évolution sans croissance. L'évolution, c'est la croissance. Un enfant qui grandit, un animal qui naît, il ne naît pas fini. Il naît à finir. Donc, il va devoir croître, il va devoir grandir, donc il va devoir évoluer. Et donc, l'évolution, c'est la croissance. En termes spirituels, l'évolution, c'est la croissance aussi, la croissance spirituelle, en termes religieux, en termes de sagesse, quelle que soit votre religion, vos opinions, vos convictions. Il n'y a pas d'évolution sans croissance. Plus largement, il n'y a pas de vie sans croissance, puisqu'on est petit, on meurt plus grand. Donc il n'y a pas de vie sans croissance. La croissance est un phénomène qui est consubstantiel à la vie, c'est-à-dire que si vous retirez la notion de croissance, vous retirez même la notion de vie. Et si vous mettez que de la décroissance, eh ben vous obtenez un étiolement, tout simplement une fin de vie. Voilà, la décroissance, c'est la fin de la vie. Donc la croissance économique, c'est quoi? C'est qu'une métaphore conceptuelle et du concept général de croissance liée à la vie. Donc le problème, il n'est pas d'opposer croissance et décroissance en fait. Poser le problème comme ça, c'est une erreur intellectuelle à mon sens majeure. On ne doit pas opposer la décroissance à la croissance, dire la croissance c'est le mal absolu et la décroissance ça serait le bien absolu. Non, la croissance mal faite peut effectivement abîmer le vivant. Je ne remets pas du tout ça en cause. Mais ce qui est sûr, c'est que la décroissance peut aussi abîmer le vivant de la même manière et abîmer la vie de la même façon. Car la décroissance, c'est la négation même de ce qui fait la vie, c'est-à-dire l'évolution, la croissance de tout ce qui est vivant. Donc il ne faut pas l'oublier. La décroissance, c'est donc quelque part, une manière très dépressive de voir les choses avec, à la fin, des idées morbides, quasiment suicidaires.
La décroissance telle qu'elle nous est présentée, c'est la fin de l'abondance. C'est donc la souffrance, c'est les restrictions, le rationnement, c'est l'économie de la pénurie, c'est moins de confort, plus de froid, mettez des pulls, baissez chez vous. C'est triste. D'accord, c'est profondément triste. C'est tellement triste que c'est pas du tout enthousiasmant en réalité. Hein. On n'a pas envie. Ah chouette les gars, on va faire de la décroissance là. J'ai très envie de faire de la décroissance. Hein. Fini vos vaches cochons, iPhone, réseaux sociaux, Netflix, voyage, avion, carte jeune, déplacement facile, petit concert, sortie, machin. Non, terminez tout ça. Faut faire de la décroissance les gars. Amiche. Retour à la campagne, la botte de paille, le feu dans l'âtre et dans la cheminée, et encore les jours où vous aurez une brassée de bois. Oui, si on pouvait se l'éviter, peut-être qu'il y aurait beaucoup de gens qui aimeraient s'éviter cette décroissance. Donc cette vision est une vision dépressive, triste, suicidaire, qui signe, et ça c'est très important, une tentation de domination d'une petite minorité, de la grande majorité, avec de la peur et de la manipulation. Ayez peur, on va tous mourir, c'est la fin de la planète, c'est la fin des ressources. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Et ces problèmes, on peut les résoudre en faisant croître un certain nombre de choses, comme notre intelligence, notre recherche scientifique, nos solutions techniques. Bref, il y a plein de choses que l'on peut faire croître, et puis d'autres choses que l'on doit pouvoir faire décroître. Mais on va continuer le raisonnement justement parce que pour le même PIB, nous pouvons faire de la croissance en consommant moins. Et moi, je vous dis qu'on peut même augmenter le PIB tout en consommant moins. Donc on peut faire de la croissance économique en faisant de la décroissance de consommation. Bah, comment qu'on fait ça, dis donc? Eh bien, comment qu'on fait ça? C'est assez simple. Comment je fais monter un PIB en vendant moins? Eh bien, vous avez deux manières de voir le PIB. Le PIB, c'est une multiplication. Hein. C'est valeur de l'article vendu multiplié par le nombre de bidules vendus. Donc, soit je vends de plus en plus de bidules à pas cher, soit je vends de moins en moins de bidules, mais de plus en plus cher. Et donc, si je joue évidemment sur la variable prix, donc sur la variable valeur, eh bien, je peux maintenir évidemment mon PIB. Je ne suis pas contraint, je ne suis pas obligé, dans l'absolu, en termes intellectuels, de dire que la décroissance, c'est la décroissance de mon confort, c'est la décroissance du PIB, c'est la décroissance de tout ça. La semaine dernière, j'avais, à la rentrée des vacances, j'avais pris en photo le fer à repasser de ma maman, qui a 45 ans ou 50 ans, et qui marche extrêmement bien, et j'en avais fait un article en disant, voilà, ça c'est le fer à repasser de ma maman, il marche très très bien, et bien peut-être qu'un fer à repasser, on peut le payer 5 000 €, et puis il va être inusable, immortel, réparable, tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si je vends 10 téléphones à 500 €, j'obtiens 5 000 € de PIB, mais si je vends un seul téléphone à 5 000 €, j'obtiens aussi 5 000 € de PIB. Donc je peux faire de la décroissance de quantité de nombre de téléphones vendus, et donc je réponds à la notion de raréfaction des ressources. Bah oui, je ne peux pas posséder un téléphone comme ça trop facilement. Ça coûte cher, les ressources coûtent cher, elles sont rares, ce qui est rare c'est cher. Donc bah forcément, le coût de mon téléphone, mon smartphone, ça ne peut pas être 500 €, ça va être 5 000 €. Je peux faire le même et tenir le même raisonnement avec une machine à laver, avec un frigo, avec tous les appareils qui utilisent, qui consomment de la matière, mais la même chose avec une voiture. Alors regardez, par exemple, les voitures, on peut faire ce qu'on appelle du rétrofit. Le rétrofit, c'est quoi? C'est retirer le moteur thermique et puis électrifier la voiture, et donc je garde la même caisse, je garde les mêmes pédales, je garde les mêmes fauteuils, je garde le même tableau de bord, je garde globalement sur 2 tonnes, 1,5 tonne de matière que je ne vais pas mettre à la poubelle, je garde le système de frein, enfin je garde presque tout ce que je peux garder, et puis le vieux moteur thermique qui pollue, je le remplace par un moteur électrique et je rajoute des batteries. C'est quand même intéressant de pouvoir se dire que finalement, on pourrait garder tout beaucoup plus longtemps, consommer beaucoup moins, réparer, faire évoluer les produits, les éco-concevoir pour qu'ils soient et réparables et upgradables, c'est-à-dire qu'on puisse les faire évoluer en mettant des microprocesseurs plus costauds, en changeant un écran pour que l'écran devienne plus qualitatif, plus fin, plus épais, plus machin, plus truc, avec plus de lumière, moins de lumière, plus de reflets, moins de reflets, tout ce que vous voulez. Donc, on peut tout à fait produire moins, consommer moins, mais augmenter la valeur de ce que nous produisons. Donc en fait ici, il s'agit donc de faire décroître le nombre pour faire croître la valeur.
Croissance, décroissance? C'est intéressant de poser le débat comme ça. Et donc, la question n'est pas tant celle de la décroissance, mais de savoir ce que nous voulons faire croître et ce que nous voulons faire décroître. Et donc ici, on veut faire croître la qualité, la durabilité, la réparabilité pour faire décroître notre utilisation de ressources naturelles. Et quand on fait ça, on n'est pas dans de la décroissance malheureuse, on n'est pas dans de la décroissance subie. Vous voyez bien que la notion de décroissance, ça doit être un sujet démocratiquement discutable, qui doit se discuter parce que quelle décroissance on veut. Qu'est-ce que je veux faire croître? Qu'est-ce que je veux faire décroître? Et je dois avoir, en tant que citoyen, la possibilité évidemment de m'exprimer et de participer à la réponse et à la définition de cette décroissance-croissance. Et donc, elle est là, la véritable réflexion à mener. Si je continue pour essayer d'illustrer un peu cette notion de croissance-décroissance, je peux faire décroître la construction neuve qui génère énormément de pollution. Vous sachiez que le ciment, le béton, les cimenteries, c'est l'un des principaux producteurs de CO2. C'est l'une des activités les plus productrices et les plus génératrices de CO2. Donc la construction neuve et couler du béton, vous n'avez rien de plus polluant que couler du béton. D'abord, quand vous coulez du béton, vous faites du CO2 dans des proportions absolument inouïes. Et une fois que vous avez coulé du béton, vous le coulez sur des terres que vous êtes en train d'artificialiser, d'accord? Donc là où il y avait de la biodiversité, des petits animaux, des petites bébêtes, des nids, pas des tortues, mais enfin des grenouilles, des machins, des mares, etc. Bah, vous foutez un ensemble immobilier, un nouveau collège, des entrepôts pour Amazon, pour la logistique, peu importe. Et donc vous artificialisez des sols. Donc on peut faire croître à la place la réhabilitation de plein d'endroits, de plein de friches, qu'elles soient des friches industrielles ou des friches de logement, d'accord? Vous avez des zones entières de notre pays qui sont complètement dépeuplées, mais qui étaient construites, sur lesquelles vous avez encore du bâti. Ce bâti peut être réparable, ce bâti peut être rénové. Et aujourd'hui, quand on regarde l'ANRU, qui est ce qu'on appelle la rénovation urbaine, qu'est-ce qu'on fait? On explose des immeubles, d'accord? On explose des immeubles, les barres elles sont trop grosses, il faut casser les barres parce que le problème, c'est pas les gens qui se tiennent mal, le problème c'est la barre qui est pas belle. Bon, non, vous pouvez mettre dans un château des gens qui se tiennent mal, ils se tiendront mal dans le château comme ils se tiennent mal dans la barre HLM, vous mettez des gens qui se tiennent bien dans la barre HLM, ils se tiendront bien dans la barre HLM. Voilà, c'est une question d'éducation, c'est une question de comportement, c'est une question également sécuritaire, c'est une question également éducative, etc., etc. Mais vous pouvez changer l'habitat, vous changerez absolument pas les problèmes. C'est complètement illusoire. D'ailleurs, on voit bien que ça n'a absolument aucun impact sur les problèmes sociaux que l'on peut évidemment rencontrer. Donc, je peux faire décroître des villes tentaculaires dans lesquelles on vit de moins en moins bien, dans lesquelles on est entassé. Donc, quand on est entassé, on crée de la tension. Donc, tout ça, si vous voulez, ça se gère évidemment. Et puis, on pourrait faire décroître ces villes tentaculaires et pas forcément évidemment très écologique, vous n'avez pas moins écologique que la ville, puisque vous n'avez pas moins résilient que la ville tentaculaire. Tout le monde dépend de tous les services supports, donc il faut approvisionner en permanence, donc c'est une gabegie de ressources pas possible, et on peut faire croître plus les territoires ruraux, périruraux, etc., etc. Je peux faire croître de la même manière, et ça je l'ai souvent dit, la connaissance, l'intelligence, la recherche, l'innovation, et je fais ainsi croître la valeur, d'accord? Donc je peux continuer à faire croître la valeur de mon PIB en ayant effectivement le souci permanent de faire décroître notre empreinte dans l'environnement. Et il y a plein de manières possibles de le faire, qui doivent rompre effectivement avec nos habitudes passées, avec notre manière d'aménager le territoire, avec notre façon d'occuper les grandes villes, mais aussi avec notre manière de nous déplacer. On doit remettre du train, on doit remettre des gares, on doit remettre du collectif. Alors, on continue à fermer des gares. Bon, aujourd'hui, il faut réouvrir. Au contraire, il faut avoir un immense plan de réouverture de toutes les gares. Il faut avoir un immense plan de réouverture de centrales pour créer l'énergie, etc., etc. Donc, il faut avoir une vraie vision de qu'est-ce que veut dire que la croissance et la décroissance. Et la décroissance, ça ne doit pas devenir une idéologie, et ça ne doit certainement pas devenir un objectif, voilà, à mon sens.
Regardez, la croissance et la vie. Ça, c'est, vous savez, l'univers, c'est quoi? L'univers, c'est le Big Bang. Je vous avais dit qu'on allait faire un tout petit peu de, on va aller faire un tout petit peu de philosophie et presque de la théologie. Mais la création, c'est un processus. Et donc, on dit, quand l'univers s'est créé, le moment du Big Bang, alors pour certains, ça sera très spirituel, c'est-à-dire que le moment du Big Bang, c'est Dieu, c'est le souffle divin, d'accord? Et donc, c'est Dieu qui crée l'univers. Et cette création de l'univers, c'est pas Dieu qui crée tout en un jour et puis c'est fini. Cette création, elle est évolutive. Et donc, la création, elle nous est confiée pour qu'on la continue. Et donc la continuer, ça ne veut pas dire mal la faire. Et donc c'est pour ça que les contours de la création doivent évidemment pouvoir se discuter, y compris en termes philosophiques, y compris en termes religieux, presque théologiques, d'accord? Mais la création, elle est un processus qui est consubstantiel à celui de la vie, et on vous dit que l'univers est en expansion, donc l'univers est en croissance. Donc encore une fois, vouloir faire de la décroissance, c'est la négation même de la vie et de la réalité. Donc l'univers donc la croissance n'est pas l'ennemi. Ce qui est l'ennemi, c'est l'envie, le lucre, la jalousie, l'appât du gain, d'accord? C'est ça l'ennemi. Et c'est ça contre lequel nous devons effectivement lutter. Et ça vous renvoie évidemment au principe des religions, d'accord? Qui est que l'homme se limite dans son comportement, il se maîtrise dans son comportement et il ne laisse pas exprimer toutes ses pulsions, toutes ses passions, toutes ses envies. Non, il est capable de se limiter. Donc le problème, encore une fois, c'est pas ni la production, ni la consommation, ni la possession. L'ennemi, ce sont nos excès. Et donc nous devons lutter contre nos excès. Gandhi disait, il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Et tout est résumé là-dedans, c'est une question d'excès. Mais vouloir dire je fais de la décroissance, c'est malsain en réalité, parce que c'est pas ça qui va nous faire croître humainement, justement. Ce qui va nous faire croître humainement, ce qui va nous grandir, nous, l'être humain, c'est pas de dire « faut faire de la décroissance, la consommation, c'est pas bien ». Non, ce qui va nous faire grandir humainement, c'est le fait de prendre conscience de nos excès et de la nécessité de cette simplicité. Nous devons tenter d'être simples et nous devons tenter de nous modérer. Et ça doit être volontaire. Et c'est pour ça que plutôt que la décroissance, moi j'adore l'idée de simplicité volontaire, parce que ça doit être un choix, ça doit être une compréhension, ça doit être une évidence qu'il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme et aux besoins de chacun, mais pas assez pour assouvir nos avidités, les vôtres comme la mienne. Et donc ce que nous devons maîtriser, ce sont nos avidités, nos envies. Et pour ça, par exemple, on pourrait commencer par décider de faire décroître la publicité et le marketing qui font quoi? Qui attisent nos envies. Pourquoi on a envie? Parce qu'on nous propose en permanence des choses. Et puis on nous dit même que si on les a pas, on est un peu nul. Souvenez-vous, si tu n'as pas ta Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. D'accord? Jacques Séguéla. Grand publicitaire. C'est pas anodin quand il vous dit ça, Séguéla. Il a raison en soi, d'accord? Il est dans sa logique de publicitaire. Je vous fais pas une critique bête et méchante des propos du type, d'accord? Il a dans sa logique de publicitaire, dans sa logique d'alimenter la machine à consommation, de susciter l'envie de consommation, de développer le désir de possession. Si t'as pas ça avant 50 ans, t'as raté. Moi, c'est pas une Rolex, c'est une montre chinoise à 30 balles, mais ou à 50 €. Bon, mais peu importe. Mais voilà, toute la société est comme ça. Donc, si vous êtes soumis et si on nous soumet en permanence à des messages, à des publicités qui attisent notre désir, qui développent notre avidité, vous savez quoi? On va devenir avide. Donc, tout l'enjeu, il n'est pas de dire qu'il faut faire de la décroissance pour sauver le climat. Tout l'enjeu, parce que ça sauvera le climat, c'est d'avoir le cheminement philosophique, spirituel, presque, vous voyez, si vous voulez, Gandhi, voilà, d'accord? Gandhi, il y a assez dans le monde pour satisfaire les besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire nos avidités.
Donc il est là le cheminement spirituel. Et quand on aura ce cheminement spirituel, vers plus de simplicité, vers plus de sagesse, et bien évidemment, tous les maux que nous créons par notre avidité disparaîtront. Et donc naturellement, nous saurons faire croître tout ce qui est beau, tout ce qui est utile, tout ce qui va nous faire grandir, et nous saurons faire décroître tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nuisible. Et la réflexion, elle doit porter là-dessus. Il n'y a pas de croissance sans décroissance et de décroissance sans parler de la croissance. Donc la décroissance, c'est la fin du processus de création. Donc spirituellement, c'est extrêmement gênant de se focaliser sur cette notion de croissance. Il n'y a pas de vie sans croissance. Donc attaquer la croissance et ériger la décroissance en dogme, c'est s'attaquer à la vie elle-même. La décroissance, c'est un suicide, c'est une petite mort, c'est l'étiolement de tout ce qui fait la grandeur de la vie naturelle comme humaine, d'accord ? Si elle n'est pas pensée au-delà d'un mantra mensonger paré des atours de l'évidence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La décroissance, pourquoi ? Pour sauver la planète. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention à la biodiversité. Mais évidemment qu'il faut faire attention à tout ça. Mais faire attention à tout ça en vous parlant de l'industrie du recyclage. D'accord ? Et je fais de l'industrie du recyclage parce que je produis encore plus de déchets. Alors qu'il faudrait réussir à produire sans déchets. Et à ce que vous n'ayez pas de déchets à jeter. D'accord ? Quand on vous parle de publicité, quand on vous soumet à des messages qui vous poussent à la consommation, au désir, à l'envie, et que dans le même temps, on vous dit qu'il faudrait faire de la décroissance, on se fiche de nous, on se moque de nous, on nous ment, on nous manipule. Et c'est en ça que je vous dis attention. D'accord ? Et c'est important de remettre les choses en perspective. La vraie question est donc de savoir, encore une fois, ce qu'on fait croître et ce qu'on fait décroître. Et tant que la réflexion n'est pas posée dans cette nuance, et avec cette nuance des deux faces de la même médaille, croissance et décroissance, alors on sait qu'on est manipulé par des tristes cires qui ont des pensées qui sont relativement mortifères, qui ne sont pas grandes, qui ne sont pas des pensées de vie, qui ne sont pas des pensées de joie, qui ne sont pas des pensées d'avenir. Et d'ailleurs, regardez, nos gamins, ils sont quoi ? Nos jeunes, nos ados, ils sont éco-anxieux, covido-flippés, ils ont peur, ils se rabougrissent, ils s'étiolent, ils vont de moins en moins les uns vers les autres. C'est la négation même de la vie, de la joie, de l'envie, et pas de l'envie de possession, mais de l'envie de vivre, d'accord ? De l'envie de découvrir, de l'envie d'aimer le monde, de prendre soin du monde, d'inventer pour que le monde aille mieux. Enfin, voilà, c'est extraordinaire tout ça. Non, hein, ils sont éco-anxieux, ils sont rabougris, ils ne veulent plus sortir de chez eux. Voilà, c'est un sniff, move, bark, d'accord ? Donc encore une fois, il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme. Il n'y a pas assez pour assouvir nos avidités. Tant que j'ai de la pub à la télé, je me dis qu'on se fiche de moi. Tant que j'ai de plus en plus de packaging, de paquets, d'emballages, etc., et qu'on me propose de plus en plus de choses et qu'on me soumet à la tentation de posséder encore plus, alors je me dis qu'on se fiche de moi. Donc, la décroissance, je veux bien, mais à ce moment-là, parlons-en de manière intelligente, parlons-en de manière un peu philosophique, parlons-en de manière éthique, parlons-en avec nuance et dans toute sa complexité, de croissance avec la décroissance, de ce qu'elle implique pour la vie ou pour la non-vie. Bref, prenons de la hauteur, réfléchissons vraiment, et à partir de ce moment-là, on est capable de dessiner les contours d'un objectif sur lequel on peut fédérer de manière commune toutes les énergies des gens, parce que on va vers quelque chose qui est positif pour tout le monde, qui est grand, qui est enthousiasmant. Laisser un meilleur monde à nos enfants, c'est plutôt enthousiasmant. Mais pas n'importe comment, pas forcément au prix d'un inconfort délirant. On peut faire croître, encore une fois, plein de choses, en faire décroître d'autres. Il n'y a aucune fatalité. Et quand on vous enferme dans un discours où on vous dit il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous savez que vous êtes face à un discours mensonger. La réalité, la vie est toujours pleine de nuances et de complexité, et quand on la résume à quelque chose de binaire, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, on vous ment. Voilà, c'est assez simple. On essaye de vous empêcher de réfléchir, on essaye de vous empêcher de vous ouvrir, de prendre de la hauteur et de mener une réflexion
qui a beaucoup plus d'ampleur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Ça, c'était toujours le plan personnel machin. Et puis, bah voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de partager cette vidéo, de la faire suivre au plus grand nombre, parce que c'est un sujet qui est très important. La décroissance et la croissance, on n'est pas obligé de choisir. En fait, ça va, l'un et l'autre vont ensemble. Et toute la réflexion, bah, elle doit être menée là-dessus. Donc, partagez cette vidéo, débattez en dessous, évidemment mettez un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé, abonnez-vous au Twitter @Insolentiae, abonnez-vous au Grenier de l'Écho qui est la chaîne évidemment YouTube, et puis vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site insolentiae.com à la newsletter quotidienne et puis à la lettre stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin. Les amis, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine avec de belles réflexions autour de cette notion de croissance et décroissance, de beaux débats. J'espère en dessous dans les commentaires. On n'est pas forcément obligé de choisir. Au contraire, l'un ne va pas sans l'autre. Le débat, c'est qu'est-ce que je fais croître et qu'est-ce que je fais décroître, et le tout avec quelle vision enthousiasmante de l'avenir pour susciter l'adhésion du plus grand nombre vers un objectif commun qui va être, je dirais, destiné à prendre soin de nous et de l'environnement qui nous entoure, parce qu'on est tous évidemment interdépendants, donc on doit prendre soin les uns des autres et puis évidemment de notre environnement. Salut les amis, je vous souhaite une très belle semaine et de belles réflexions sur ce sujet-là.